Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je reviens avec le premier épisode de la saison 2. On a fait une petite pause estivale au mois de juin-juillet et là on revient mi-août à peu près. J'avais besoin un petit peu de cette pause, déjà pour aussi prendre des vacances. Et après avoir fait les 8 premiers épisodes donc de la saison 1, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter, j'avais envie de revenir avec de nouvelles idées, de nouveaux invités et aussi de nouveaux sujets, de nouveaux concepts, etc. Donc on va, je le souhaite en tout cas, avoir de super invités aussi pour cette saison 2. Et pour commencer, pour vraiment introduire cette saison 2, je voulais revenir avec un épisode solo aussi. Un épisode qu'on m'a beaucoup demandé. J'avais fait un sondage, il me semble, au mois de juin, sur quels prochains épisodes vous vouliez voir. Je vous avais fait plusieurs propositions. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du podcast, donc club.dorloté, et très important. Donc je vous avais fait ce sondage avec plusieurs propositions, et donc il y en a 2 qui ressortaient clairement du lot, dont un épisode sur mon parcours, un épisode sur ma vie, sur comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours évident de parler de soi. Il y a des jours où j'y arrive beaucoup mieux que d'autres. C'est normal, hein, tout ça, ça fluctue aussi. Donc voilà, on va faire avec aujourd'hui. On verra un petit peu ce qui vient. Je pense que je vais vous parler de ma vie forcément, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails sur certaines périodes aussi. Je vais faire vraiment un petit peu comment je le sens, comme je le sens, clairement. Je pense que je vais vous le raconter comme si je le racontais à quelqu'un que je venais de rencontrer ou à une copine qui ne connaît pas vraiment ma vie dans les grandes lignes. On va faire un résumé un petit peu de ma vie et de ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, je vous détaillerai ça tout au long de l'épisode, mais moi donc aujourd'hui je suis professeure de yoga. Je fais du yoga du son également, donc un petit peu un axe un petit peu sonothérapie, même si je ne suis pas sonothérapeute. Et surtout, je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Et donc voilà, souvent, les questions qu'on me pose le plus, c'est comment tu as commencé le yoga, comment tu t'es formée au yoga, et surtout, comment tu as eu envie de commencer la médecine chinoise, et comment tu t'es formée à la médecine chinoise, etc. Et en fait, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est important de revenir sur certains passages de ma vie, au niveau de mon enfance, de mon adolescence. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi aussi de revenir un petit peu sur tout ça, pour que vous compreniez un petit peu où j'en suis aujourd'hui et pourquoi je vous propose tout ça aujourd'hui, que ça soit le yoga, la médecine chinoise, le podcast, voilà. Ce qui me guide dans ma vie, c'est vraiment le partage de connaissances, les transmissions, le fait de mettre des choses en commun, de travailler ensemble sur plein de choses, même si on n'a pas forcément tous les mêmes idées ou les mêmes apports, on va dire. Je valorise vraiment beaucoup tout ce qui est partage et surtout le partage de connaissances. Je suis quelqu'un d'encore aujourd'hui, je suis très contente d'avoir gardé ça de mon enfance. J'ai encore énormément de curiosité, des fois très... comment on appelle ça? Pas de la curiosité malsaine, mais j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre certaines choses. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Et c'est aussi le sujet de ce podcast, de vous apporter un petit peu des clés de compréhension pour aller mieux, pour prendre soin de vous et aussi pour que vous puissiez prendre soin des autres. C'est vraiment... et d'ailleurs, ce podcast, c'est pour moi le meilleur canal en fait pour vous transmettre tout ça. Certes, je transmets des choses à des personnes qui viennent à mes cours de yoga ou à mes soins en médecine traditionnelle chinoise, mais c'est sûr que le podcast, ça touche plus de monde. Donc, c'est vraiment pour moi un canal qui est très intéressant. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait, au final. Mais bon, c'est que ça devait être comme ça. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir vous partager tout ça dans ce podcast. Cet épisode sera assez personnel. Donc, voilà. Moi, je sais que c'est le style d'épisode que j'adore écouter chez les autres. J'espère que vous aimerez écouter mon racontage de life, clairement. Par où commencer ? Je pense qu'on va commencer par le début. Donc moi, je m'appelle Emma et je suis née à Aix-en-Provence. J'ai une petite sœur, donc je l'appelle ma petite sœur. Elle m'autorise à utiliser ce terme parce qu'effectivement, elle a 20 mois de moins que moi, mais en fait, on a tellement peu d'écart. Et on a tellement tout fait ensemble durant notre enfance et notre adolescence, que ce soit à l'école,
au collège, au lycée ou même dans les activités et les sports qu'on faisait à côté, qu'on est quand même, on est quand même très proches, que ça soit au niveau de l'âge ou tout ça. On a vraiment grandi ensemble, donc dans cet épisode, pour un souci de bonne compréhension, c'est ma petite sœur, mais c'est vrai que voilà, on a très peu d'écart, donc c'est juste ma sœur, quoi. Voilà, qui s'appelle Margot d'ailleurs. Et alors, à savoir que toutes les personnes que je vais citer dans cet épisode, je les ai prévenues, voilà, que j'allais faire cet épisode, donc en particulier mes parents, mon amoureux aujourd'hui et surtout ma sœur. Voilà, toutes ces personnes sont OK pour que je parle d'elles dans cet épisode. Voilà. Donc ma petite sœur Margot, on a très peu d'écart. Et donc ma maman est originaire d'Annecy en Haute-Savoie et mon papa est du sud de la France, sud-sud-ouest. Toute cette petite famille, en fait toute cette histoire commence donc à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Pour que vous ayez une idée un petit peu de la vie qu'on mène et parce que c'est important pour la suite et pour tous les revirements de situation qu'on a connus. Mon papa, donc vraiment si on fait un petit peu une caricature, si vous voulez, mon papa travaillait dans le nucléaire à ce moment-là. Plutôt dans la comptabilité, tout ça, la gestion. Donc toujours dans la région, dans le sud-est de la France. Et ma maman, pour finir vraiment le cliché, donc on a d'un côté le nucléaire et de l'autre, ma maman était visiteuse médicale pour les laboratoires Bayer. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu l'idée. Donc là, comme ça, on se dit le nucléaire d'un côté, les laboratoires Bayer de l'autre, comment on se retrouve à faire du yoga et de la médecine chinoise après, quelques années plus tard. C'est tout l'intérêt justement de cet épisode où je vais vous raconter un petit peu le cheminement en fait de comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, à ce que font mes parents aujourd'hui, à ce que fait ma sœur aujourd'hui aussi. Vraiment, c'est notre vie à tous les quatre en fait qui a changé. Mes parents ont toujours eu un peu un regard quand même assez spirituel sur les choses. C'est juste que c'était pas forcément en accord avec ce qu'ils faisaient dans leur vie professionnelle. Il y avait vraiment un peu il y avait un vrai décalage en fait qui s'est creusé petit à petit parce que bon, ils avaient un enseignement spirituel que eux nous transmettaient aussi, que ça soit dans des valeurs et tout, vraiment depuis toute petite. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'ils faisaient aussi dans leur vie, dans leur métier, il y a un vrai décalage, ce qui fait que petit à petit, bon, ils se posaient quelques questions. Je pense qu'il y avait une vraie envie au fond d'eux de changer un petit peu de vie, sauf que je pense que vous le savez, des fois on a envie de faire des choses, on aurait envie de changer de vie et on le fait pas tout de suite. On se dit on va attendre un petit peu, on va essayer de faire ça un peu progressivement aussi. Donc je pense qu'ils étaient un petit peu dans ce mood-là, si vous voulez, de voir que voilà, il y avait quand même un décalage, que ils aiment, de base, c'est pas vraiment des citadins tous les deux, ils ont quand même grandi plus ou moins à la campagne, ma mère à la montagne et mon père dans le sud de la France, mais jamais dans des très grandes villes. Du coup, il y avait vraiment quelque chose aussi où peut-être un retour à la terre, revenir un petit peu vivre à la campagne. À nous aussi, ma sœur et moi, nous proposer autre chose en fait aussi pour grandir. Mais c'est sûr que voilà, il y avait un vrai décalage avec leur activité professionnelle. Et il y a un événement marquant qui est vraiment pour moi le gros tournant, alors déjà dans ma vie et dans la vie de notre famille, à tous les quatre aussi. Donc elle m'a autorisée à en parler. En fait, ma petite sœur, quand elle avait 2 ans, elle a fait un AVC. Donc c'est arrivé, c'est marrant parce que j'ai même pas fait exprès, mais c'est arrivé un 15 août et je vérifie, mais ouais, j'enregistre cet épisode un 15 août. Donc comme quoi... Peut-être que ça permettra de boucler un peu la boucle aussi. En tout cas, voilà, donc c'est arrivé un 15 août. Elle a fait un AVC, elle avait 2 ans, donc moi j'avais 3 ans et demi et j'allais sur mes 4 ans. C'est arrivé, on était en train de jouer que toutes les deux. Donc moi j'ai des flashs encore de cet épisode, de ce gros changement en tout cas. Parce que vraiment, clairement, toute notre vie a changé après ça. Il y a eu un avant et un après. Donc moi j'ai des flashs de cet événement. J'ai cru en fait pendant très longtemps que c'était de ma faute en fait, que ce qui s'était passé était de ma faute, ou que c'était moi qui l'avais provoqué quelque part, avant qu'on m'explique plusieurs années plus tard exactement voilà, ce qui s'était passé aussi dans son corps. Comme je vous disais, moi j'ai besoin de comprendre. Et c'est vrai que voilà, on m'a expliqué des années plus tard voilà, ce qui s'était passé dans son corps.
Pourquoi moi aussi j'avais cru ça, pourquoi j'ai vu ça, etc. Enfin, c'est des choses qu'on m'a expliqué beaucoup plus tard, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on explique à une enfant de 4 ans, forcément. Donc tout est allé très vite parce que, peut-être que vous le savez ou pas, mais lors d'un AVC, encore plus chez quasiment un bébé, enfin un très jeune enfant, il faut quand même aller très vite pour éviter des complications, des hémorragies, etc. Enfin bon, voilà, vous avez un petit peu le topo. Du coup, donc il arrive ça, j'ai aucune idée en termes de temps, j'ai pas redemandé à mes parents ni à ma sœur en termes de temps sur combien de temps tout ça a duré. Moi, j'ai l'impression que ça a duré très longtemps et en même temps assez peu. Enfin, c'est un petit peu flou à ce niveau-là, donc disons que c'est pas très important pour l'histoire. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, voilà, les médecins étaient quand même... on sait pas trop, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose que t'es censé faire à l'âge de 2 ans. Du coup, on sait pas trop. Il y avait, je pense, clairement un risque aussi qu'elle reste avec un handicap à vie. Ou clairement, peut-être, il me semble qu'à un moment, voilà, il y a quand même des médecins qui ont précisé à mes parents que peut-être elle ne survivrait pas aussi ou que ça serait très compliqué, etc. Donc là, je pense qu'en tant que parent, alors je ne suis pas maman et moi j'ai très peu de souvenirs de ça, mais je pense que quand on t'annonce que tu es sur le point de perdre ton enfant, il y a plein de choses que tu revois en fait dans ta vie. Il y a plein de choses que clairement tu fais. Je pense que tu as besoin de mettre à jour certaines choses. Et parce que ça fait peur, parce que tu te poses plein de questions. Donc je pense que voilà, il y a une vraie remise en question que tu fais à ce moment-là. Et même s'ils avaient déjà, je vais dire une foi, parce que clairement c'est ça, même s'ils avaient voilà, des connaissances et certaines pratiques spirituelles, je pense que là, t'es vraiment face à un mur. Et je pense qu'en fait, voilà, il y a des choses à incarner réellement. Au-delà de voilà d'avoir peut-être envie de changer de vie, mais d'ici quelques années, tout ça, là en fait ça vient accélérer tout ça, vraiment. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois quand je vois la suite de l'histoire et la suite de notre parcours ensemble, tous les 4. Donc pour vous rassurer, aujourd'hui ma petite sœur va très bien, c'est même un miracle. C'est très étonnant parce que tout est arrivé très vite. Comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout niveau timing combien de temps ça a duré. En fait, elle s'est remise, c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Encore aujourd'hui, il me semble que les médecins qui l'ont suivie n'ont pas de réelle explication de déjà pourquoi c'est arrivé et de pourquoi aujourd'hui elle n'a aucun séquelle. Clairement, donc parce que faut savoir que ça touchait quand même tout son côté droit et on en était à peut-être des paralysies, etc. Et là, à savoir, voilà, on a toujours fait de la danse, de l'équitation toutes les deux. Elle n'a absolument aucun séquelle, c'est un miracle. Donc voilà, il y a des choses, c'est ce que je vous dis, ça remet en question plein de choses, ça remet en perspective plein de choses et c'est pas arrivé tout de suite, mais il y a clairement eu une petite transition où là, mes parents se sont dit, clairement, déjà, 1, on a quelque chose à comprendre, et 2, on ne peut plus vivre comme on vit aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur certaines choses, on ne peut plus refouler un peu ce désir de peut-être partir à la campagne, d'être plus près de la terre, d'être plus près de la vie, en fait, de changer aussi de travail, enfin voilà, il y a des choses, va vraiment falloir qu'on prenne une vraie décision. Donc nous, ça, on s'en est pas vraiment rendu compte avec ma sœur. C'est plus en prenant du recul qu'effectivement, on recoupe un petit peu les morceaux. Mais sur le coup, la transition s'est fait vraiment tout doucement. Nous, on était encore au primaire, même maternelle d'ailleurs. Et là, ils ont décidé en fait qu'on déménage. Alors, un vrai gros déménagement, un premier gros déménagement. Parce que vous le comprendrez par la suite, mais j'ai beaucoup déménagé avec mes parents dans ma vie. Et donc voilà, donc on déménage, ils ont décidé en fait qu'on parte, donc clairement, quand je le raconte un peu et que je fais une caricature, c'est vraiment, donc mon père dans le nucléaire, ma mère chez Bayer, ils plaquent tout et ils partent avec leurs 2 enfants sous le bras, les 2 enfants en bas âge pour acheter une ferme en Dordogne. Voilà, alors qu'on était à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. On se retrouve donc en Dordogne, donc pour ceux qui connaissent la Dordogne, on est quand même sur un département... une région du sud-ouest de la France très rurale avec des forêts à perte de vue,
des grottes, enfin bref, la folie, vraiment, ceux qui connaissent savent à quel point c'est merveilleux. Enfin, la Dordogne, vraiment, pour moi, c'est la maison, autant que la Provence, mais la Dordogne, on a vraiment vécu quelque chose une parenthèse enchantée, si vous voulez. Donc, quelque part, ce choix, même si alors, ça a été très brutal pour moi de déménager comme ça, de changer de vie. Moi, je commençais déjà à me faire des copines, tout ça, et je comprenais vraiment ce qui se passait, je comprenais certaines choses. Donc ce déménagement, en plus, et ils le reconnaissent aujourd'hui, mes parents me l'ont pas forcément très bien expliqué, sur le coup, le fait que là c'était mon dernier jour d'école et qu'on reviendrait pas, j'avais pas capté. Du coup, pour moi, ça a été difficile, et c'est après que on en a parlé, on a travaillé là-dessus, et c'est venu plus facilement. J'ai réussi ensuite, avec les réseaux sociaux, tout ça, à recontacter au moins, en tout cas, une amie, ma meilleure amie d'enfance d'Aix-en-Provence. Donc, on a pu guérir quelque part cette blessure. Donc, ça allait. Mais c'est vrai que premier gros changement. Et on débarque en Dordogne, dans un tout petit village. Alors, on a fait plusieurs maisons différentes avant vraiment de trouver notre havre de paix. Et là, donc ils ont trouvé enfin cette maison. On a acheté cette maison qui était vraiment au bout d'un chemin perdu. Le premier voisin, il devait être à 1 km ou au moins 800 mètres. Enfin, c'était vraiment, on était perdus au fin fond de la forêt. C'était limite, c'était carrément ça. En plus, c'était une voie sans issue, en fait. À partir du moment où on était en voiture sur ce chemin-là, le bout était notre maison. En fait, il n'y avait pas d'autre issue. Donc, les gens devaient forcément tomber chez nous. Et ici, donc, il y a un vrai désir de mes parents de revenir vraiment à la terre, comme je vous disais, de retrouver cette vie un petit peu avec... on avait vraiment la culture aussi de l'essentiel. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont transmis. C'est que quels que soient les changements, en fait, qui vont advenir, en fait, dans ta vie, toujours avoir l'essentiel avec toi. Et comme ça, tu pourras être n'importe où tant que tu as cet essentiel, donc vraiment des basiques et aussi des essentiels dans ta tête, aussi une certaine foi, une certaine pratique spirituelle aussi. J'ai envie de dire, il peut tout arriver, tant que t'as ça avec toi, ça ira quelque part. Donc il y avait en tout cas c'est un petit peu comme ça que j'ai été élevée, et c'est ce qui fait que tous les changements de vie qu'on a eus, même si sur le coup ça demande des sacrifices, ça crée des blessures, c'est pas facile, parce que vraiment c'est pas facile de changer de vie, ça a toujours marché en fait, ça a toujours fonctionné, et on a toujours trouvé le lieu où on s'établirait et où on serait heureux en fait. Donc là vraiment, même si je pense qu'il y a des moments ça a été chaud, hein, et ça je pense merci, parce que je les remercie aussi, parce que du coup avec ma sœur ça on s'en est pas rendu compte, ou en tout cas très peu. Et du coup, vraiment là-dessus, ils ont vraiment géré, parce que je pense que des fois, tu te fais un peu peur de changer de vie comme ça, de débarquer en pleine campagne avec 2 petites filles à élever, de décider de complètement changer de travail aussi, parce que je l'ai pas dit encore, mais ils avaient 2 postes quand même à responsabilité, avec, je pense aussi un très bon salaire, tout ça. Donc il y a des choses où tu décides pour ton bien-être, pour ta santé mentale, pour pouvoir poursuivre ta vie telle que tu l'as choisie. Tu décides en fait de faire un trait sur cette vie plutôt lambda qu'ils avaient, pour repartir de zéro dans une région où on n'a pas de famille, ou une région qu'on ne connaît pas. Clairement, je pense qu'on avait dû faire 1 ou 2 séjours en Dordogne avant de clairement y déménager. Mais il y avait pas, c'est pas du tout une région où sont originaires mes parents, c'est pas du tout, Donc il y avait vraiment, c'est un choix risqué, c'est un choix, je pense qu'ils ont fait en conscience, et vraiment, il y avait vraiment ce désir de revenir à la terre et de changer de vie, clairement. J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est vraiment aussi comme ça que nous on l'a vécu, donc voilà. Donc on arrive en Dordogne. Et là, donc avec ce désir de retour d'une vie plus proche de la nature, mon père a décidé de se former à l'apiculture. Donc je lui ai posé la question, parce que ça je me souvenais pas. Je me souvenais pas en fait si c'était qu'il avait déjà quelque chose avec les abeilles depuis petit, ou si il s'est posé la question et il s'est dit parmi ce qu'on peut faire pour travailler vraiment en osmose avec la nature, l'apiculture, ça peut être un bon moyen. Donc en fait, c'est plus qu'un choix qu'ils ont fait après.
il n'avait pas forcément, et c'est là qu'en plus c'est couillu de sa part, c'est qu'il n'avait pas forcément d'attirance pour les abeilles au départ, et surtout, il ne savait même pas s'il n'était pas allergique ou quelque chose comme ça. Donc il décide de se former à l'apiculture, alors que clairement, il n'y connaît rien. Vraiment, je pense que d'ailleurs, certains paysans voisins, en voyant arriver mes parents, se sont dit « Non mais c'est qui ces néo-ruraux, ces citadins qui débarquent comme ça ?» Enfin, je pense que ça donnait un peu cette impression-là. Donc voilà, donc mon père, qui n'y connaît que d'elle, décide de se former à l'apiculture. Et il se forme chez un vieux monsieur qui, je pense, aujourd'hui, soit est très âgé, soit n'est plus de ce monde. Un vieux monsieur d'un peu moins 80 ans qui clairement avait des ruches et des abeilles chez lui depuis qu'il avait 13 ans, enfin vraiment un passionné. Donc mon père se forme au contact de ce monsieur qui, je pense, avec du recul, avait vraiment une vision de l'apiculture très respectueuse aussi de l'abeille, où on n'exploite pas les abeilles, où c'est plus des collaboratrices qu'autre chose. Donc c'est aussi ça que plus tard, nous, on nous a transmis aussi. Et ça s'applique aussi à tous les animaux avec lesquels on choisit de travailler ou avec lesquels on est directement en contact. Je pense qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel. Et donc moi, j'ai grandi au milieu des abeilles, au milieu des animaux. Donc mes parents ont acheté cette maison qui était quand même un ancien corps de ferme, je dirais. C'était une ancienne ferme et en contrebas, donc on avait une grande forêt, on a quasiment 1 hectare de terrain. On avait les abeilles, le rucher. Un des ruchers de mes parents était directement chez nous, enfin dans notre jardin, quoi. On a eu des poules, on a eu des chats, des chiens. On a eu des chevaux, des ânes chez nous. Enfin voilà, j'ai vraiment grandi directement en fait au contact de la nature. Durant cette période-là, mes parents ont fait le choix de nous enlever la télévision, de nous permettre de regarder quelques DVD, mais clairement c'était des films soit avec une thématique spirituelle, soit certains Disney, où clairement c'est la base, donc, et les bons Disney, voilà, j'entends, les bons Disney. Donc voilà, hormis ça, et d'ailleurs du coup c'est des films que je connais par cœur parce que quand tu tournes avec 10 DVD, au bout d'un moment t'as fait le tour et tu les connais clairement par cœur. Mais voilà, donc en fait j'étais en permanence dehors, on était beaucoup dehors en fait avec ma sœur. On a fait pas mal d'activités en fait où on était vraiment au contact de la forêt, de la nature. Plusieurs fois on est allé aider mon père au rucher. Ma mère aidait aussi beaucoup. Elle avait quand même un travail à côté. Donc ma mère, faut savoir que c'est vraiment quelqu'un qui a le contact facile. C'est une vraie commerciale. Donc à ce moment-là, en Dordogne, elle a travaillé pas mal aussi dans l'hôtellerie. Mais elle aidait aussi à l'exploitation apicole aussi de mes parents. Et donc voilà, ils ont fait des bougies. Mon père faisait des bougies, ma mère peignait les bougies. Ils faisaient les marchés. Donc moi, j'ai fait les marchés avec mes parents. Au bout d'un moment, l'entreprise s'agrandissait aussi un petit peu, donc on s'est retrouvés à devoir faire des livraisons dans les magasins bio pour amener notre miel, nos bougies, nos bonbons au miel, enfin plein de choses. Mon père s'est mis à faire du pain d'épices, à vendre sur les marchés, pain d'épices incroyable. Enfin, vraiment, du coup, moi, je grandis au milieu de ça. À l'école, tout se passe bien. Pendant longtemps, comme c'était un tout petit village, en fait, au primaire jusqu'au collège, j'ai été dans la même classe que ma sœur, parce qu'en fait, dans les petits villages, souvent, dans la même classe, il y a 2, 3, 4 niveaux différents. D'ailleurs, big up aux institutrices comme ça qui ont 4 niveaux dans la même classe. Clairement, je pense que ça doit pas être facile, mais au final, ça fait des bons souvenirs aussi, et je trouve que c'est c'est très sain, en fait. Enfin, j'aimais bien, moi, ces petites écoles de village. Donc j'ai quasiment été dans la même classe que ma sœur jusqu'au collège. On avait, mon père venait faire des démonstrations avec une ruche d'école, donc sans les abeilles, mais pour montrer comment était constituée la ruche, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc on était vraiment au contact des animaux, de la nature, et forcément avec le passé qu'a ma maman, voilà, en travaillant dans des gros labos pharmaceutiques. Elle avait à souhait et vraiment, je pense qu'elle avait vraiment à cœur de nous transmettre aussi une autre forme de soins, une autre forme de médecine aussi. Alors attention, quand il fallait que j'aille chez le médecin, clairement on allait chez le médecin, je suis à jour de tous mes vaccins et tout est ok. Mais elle avait ce souhait, je crois qu'à un moment donné, elle était très homéopathie, donc on était soigné par l'homéopathie.
naturopathie, tout ça, j'ai tout de suite eu vraiment toute une palette en fait de possibilités d'être soignée. Elle a des connaissances en huile essentielle. Aujourd'hui, typiquement, elle est réflexologue. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui, même si ça a mis des années, c'est vraiment quelque chose qui l'a suivi. Et après avoir travaillé voilà, dans ces gros labos, à devoir vendre, parce que clairement son métier c'était ça, c'était de vendre des médicaments, d'amener tous les bons arguments pour ces médicaments. Et puis rien que le miel, techniquement on avait un des meilleurs médicaments déjà, juste en bas dans la forêt quoi, clairement. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça qui m'a plus ou moins toujours suivie. D'autant plus que ma sœur ayant fait cette AVC petite, je pense que voilà, il y avait aussi quelque chose qui leur avait... Sachant que les médecins ne savaient pas l'expliquer et ne savaient pas non plus expliquer pourquoi elle s'était remise miraculeusement comme ça et n'a aucun séquelle, je pense que voilà, ils se sont aussi tournés vers des choses beaucoup plus naturelles et même des fois spirituelles pour expliquer ça. Et pour eux, clairement, c'est un miracle. Et du coup, on a toujours été soignés avec des médecines douces, des médecines alternatives. Je crois que ça remonte même à quand j'étais bébé. Le premier pédiatre que j'ai eu, ma mère m'a toujours dit qu'il était super parce que il n'inquiétait pas les parents en fait pour rien et il donnait des options en fait vraiment naturelles, disons, avant d'aller vers d'autres choses, des choses plus chimiques, plus transformées. Et ça, elle l'a toujours gardé. Donc moi, j'ai toujours été vraiment en contact de thérapeutes. J'ai fait de l'hypnose, il me semble que j'étais au collège. L'auriculothérapie, j'ai toujours le souvenir d'en avoir fait. Donc l'auriculothérapie, c'est le même système que l'acupuncture, mais uniquement au niveau de l'oreille. Donc ça, j'en ai toujours fait. C'est toujours des choses qui nous ont suivis, en particulier durant cette période-là, où voilà, clairement, on est en Dordogne, on est dans une forêt, on est au contact des abeilles et des animaux. Ça peut que être logique de travailler qu'avec des plantes et des médecines naturelles. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma vie. Ce qui fait que en arrivant au lycée, quand je cherchais un petit peu ce que je voulais faire, bon forcément, quand j'étais petite, j'ai voulu être prof de danse, prof d'équitation, vétérinaire pour baleines, enfin bref. Ça, forcément, je pense que c'est toutes les petites filles qui passent par là. Vétérinaire, je pense que les 3/4 des petits-enfants veulent être vétérinaires ou footballeurs. Mais du coup... moi, rapidement, ça s'est vite orienté vers le soin, l'aide à apporter aux autres, etc. Donc je savais que ça allait être soit dans du paramédical, soit dans du social, parce que je savais que je voulais être utile. Déjà que je suis très curieuse et qu'il y a plein de choses que j'ai compris beaucoup plus tôt que d'autres enfants. Et du coup, je savais que je voulais venir en aide, en fait, aux gens. Il y a eu un moment, j'ai voulu faire de l'humanitaire. Enfin bref, il y avait quand même cette idée de soin et d'apporter, en fait, de prendre soin des autres et d'apporter quelque chose aux autres pour qu'ils se sentent mieux. Voilà, vraiment. Je pense que si au collège, on m'avait demandé ce que je voulais faire, c'était ça. C'était, je sais pas vraiment, juste je veux aider les autres et faire qu'ils se sentent bien et en sécurité. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a suivi collège-lycée, sans forcément mettre... de métier ou de nom sur ce désir, mais c'est un petit peu ce que je voulais faire. Et en fait, c'est au lycée, il me semble que c'était en première. Donc là, clairement, les profs pressent un petit peu sur qu'est-ce que tu vas faire après le bac, ça serait bien de t'orienter, etc. Donc bon, j'ai fait ES, au moins c'était assez général, on va dire. Donc ES, je crois que ça n'existe pas plus aujourd'hui et que il y a eu une réforme à ce niveau-là, donc ça n'existe plus, mais c'était sciences économiques et sociales. Donc assez large et je savais que quelle que soit la fac ou l'école vers laquelle j'irais après, ça passerait même pour du paramédical. Il y a eu un moment, j'ai voulu être psychomotricienne, donc toujours dans l'idée du soin, parce que j'ai quelqu'un qui est psychomotricien dans ma famille et je trouve que c'est un métier qui est vraiment alors déjà très courageux et je trouve que c'est très beau. Donc voilà, j'ai voulu être infirmière, j'ai voulu... Enfin voilà, il y a plein de choses. Kiné un peu moins, parce que j'avais des copines à ce moment-là qui allaient être kiné aussi, et du coup, c'était moins ma partie. Et en fait, un jour, je massais ma maman, et elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas une école de médecine chinoise ?» Et à ce moment-là, j'étais suivie en médecine chinoise, et effectivement, c'était une pratique qui me plaisait. Pour moi, c'était très mystérieux.
déjà. En plus, c'était pas un praticien qui parlait beaucoup. Donc en fait, quand j'y allais parce que j'étais stressée, je sais plus, pour le bac ou des choses comme ça. Et c'était pas un praticien qui parlait beaucoup. Donc bon, je me disais, c'est cool, hein, ça a l'air vraiment stylé ce qu'il fait, mais je comprends pas en fait. Enfin, je comprends pas, il utilisait des termes chinois, il mettait ses petites aiguilles, il faisait un peu de massage aussi. Enfin, vraiment, je comprenais pas trop. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations et qu'en même temps, c'était très mystérieux. Donc j'ai fait OK. Quand elle m'a dit pourquoi tu fais pas une école de médecine chinoise, effectivement, ça a fait tilt. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, faudrait que je regarde. Parce qu'elle avait senti que, voilà, quand je massais, il y avait vraiment un truc qui se passait. Et c'est pas parce que c'est ma maman, c'est parce que vraiment, je pense que sinon, elle me l'aurait pas dit. Vraiment là-dessus, j'ai la chance d'avoir eu des parents très honnêtes aussi et du coup qui nous ont pas fait miroiter des choses qu'on n'était pas capable de faire. Et avec ma sœur, ils nous ont aussi élevés dans l'idée que on ferait ce qu'on aurait envie de faire dans notre vie. J'en ai pas parlé, mais après, au bout d'un moment, les abeilles, le rucher, c'est arrivé un peu... l'entreprise plafonnait un petit peu et après, fallait... débloquer de nouveaux fonds en fait pour racheter aussi de nouvelles ruches, etc. Et en même temps, ça coïncidait pas mal avec l'arrivée du frelon d'Asie en fait en France, le frelon asiatique, qui aujourd'hui clairement c'est une espèce qui est assez répandue dans toute la France, mais au départ à cette époque-là c'était nouveau. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un frelon asiatique attaquer une abeille ou attaquer carrément une ruche. En fait c'est simple, ils se mettent à l'entrée et ils décapitent toutes les abeilles qui arrivent, entre autres. Et du coup, voilà, ça a décimé une partie de nos ruches aussi. Et enfin voilà, économiquement, en tout cas pour mes parents, c'était plus possible de faire ça. Donc cette parenthèse, ce rêve un petit peu, s'est arrêté progressivement. Et après, on a fait plusieurs déménagements aussi. J'ai habité à Pau, donc pas très loin de l'endroit où je vis aujourd'hui. On est retourné aussi en Haute-Savoie, du côté d'Annecy, etc. Donc voilà, j'ai pas mal bougé aussi après ça, mais c'est toujours resté. Mes parents ont pris des jobs plus... sont revenus un petit peu plus dans le concret, même si c'est pas vraiment comme ça que j'aimerais l'exprimer, mais c'est le seul mot qui me vient. Du coup, nous, c'était la période collège-lycée pour ma sœur et moi, mais en tout cas, je les remercie encore aujourd'hui infiniment de nous avoir permis en fait de grandir en forêt, d'être resté quasiment dehors en fait toute notre enfance, de pas avoir eu la télé. Bon, ça a créé un petit décalage à un moment donné parce que bon, la Starac et Fort Boyard, je savais pas ce que c'était. Et en colonie de vacances avec ma sœur, on nous a demandé de mimer les nains de Fort Boyard et je ne savais pas ce que c'était. Donc clairement, personne n'a deviné et on a perdu ce jeu, bref. Donc je sais qu'après ça a créé des décalages, mais Arrivée au lycée, j'ai réalisé en fait à quel point tout ce que mes parents nous avaient transmis, c'était précieux. En philo, dès que la prof de philo parlait d'un film, moi je l'avais vu, le film, et je l'avais vu très tôt. Donc est-ce que c'est bon aussi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été en avance sur certains sujets. Là où sur d'autres, j'avais pas la ref, hein, clairement, sur tout ce qui est pop culture des années 2000. Moi, j'avais pas la télé 2000, début 2010. Donc ça, j'ai aucune ref et j'ai rattrapé un peu après. Mais je les remercie parce que vraiment, on était... Et puis il n'y avait pas encore tous les téléphones portables ni rien, donc j'ai pas grandi sur les écrans, j'ai pas grandi avec la télé. J'étais dehors, j'étais avec des ânes, des chevaux, des abeilles, enfin c'était magique. Donc vraiment là-dessus... Et je sais que ça me suit encore aujourd'hui et que c'est vraiment c'est dans mon ADN, voilà, c'est vraiment resté. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vis à la campagne aussi, donc bon, dans une toute petite ville, mais... Je vis à la campagne quand même, au pied des Pyrénées, et j'avais aussi envie de ce retour très tôt. Je pensais que ça arriverait plus tard, après la trentaine, après avoir eu des enfants, fondé une famille, tout ça. Et en fait, non, j'ai eu cet appel, ce rappel un petit peu vraiment, même de la nature, de la terre-mère, assez tôt en fait, qui m'a dit « Mais reviens, reviens, qu'est-ce que tu fais en ville, dans les grandes villes, Lille, Toulouse, reviens ». Donc là, je suis au pied des Pyrénées maintenant. Là, je vous parle, je suis face à ma fenêtre, face à une forêt immense, enfin, c'est magnifique. Je kiffe, clairement. Donc je suis aussi un petit peu rentrée chez moi, donc c'est parfait. Mais donc voilà, bref. Toujours est-il, donc, comment tu as commencé la médecine traditionnelle chinoise ? Donc il y a eu ce moment avec ma maman où on en a parlé. Après cette phase-là, donc là j'étais en première pour mon année de terminale, on a déménagé, on était à Annecy.
À Annecy, de nouveau, j'ai été suivie en médecine traditionnelle chinoise, quasiment tout le long de mon année de terminale, un petit peu à raison d'une séance par mois. Comme ce que je propose aujourd'hui aussi en accompagnement, c'est un format aussi qui m'a plu déjà en tant que patiente, en tant que cliente. Et du coup, c'est aussi un accompagnement que je propose moi aujourd'hui parce que c'est une bonne... ça crée une petite routine sans venir trop souvent. Et c'est un bon format en tout cas de suivi de soins. Donc j'ai été suivie tout au long de mon année de terminale. Accompagnée, on faisait de l'auriculothérapie, on faisait de l'acupuncture. Il faisait moins de massage, ce praticien, mais il était très... il est très fort, enfin déjà c'est quelqu'un, encore aujourd'hui quand on me demande sur Annecy, c'est quelqu'un que je recommande parce qu'il est très fort, il est très précis, c'est un passionné. Moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense dans ma vie rarement tombée sur des praticiens qui n'étaient pas passionnés réellement par leur métier et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir été entourée toute ma vie de thérapeutes vraiment passionnés par leur domaine et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui déjà, j'ai énormément de respect pour l'enseignement que j'ai reçu et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre moi aussi, cette passion. Déjà, rien qu'avec ce podcast, en fait, de donner la parole à des thérapeutes, donner la parole à des praticiens, à des professeurs de yoga vraiment qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment pour moi un vrai cadeau et j'ai la chance en tout cas d'avoir été protégée, d'avoir été au contact que de thérapeutes passionnés par leur pratique en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je valorise vraiment. Donc ce thérapeute-là était vraiment super. Et en fait, pour rappel, on est à Annecy en Haute-Savoie, je suis suivie une fois par semaine. Je sais pas encore réellement ce que je vais faire après le bac. Moi, clairement, là, je vois pas plus loin que juin et le bac que je dois passer. Et au-delà de ça, j'ai toujours pas de solution pour la suite. Je sais que je vais aller vers quelque chose de moins traditionnel. Clairement, j'irai pas à la fac, je le sais. Il y a un moment où j'ai hésité avec une fac d'histoire, parce que bon, à côté de ce que je fais, je suis passionnée vraiment par l'histoire, mais il y a... à ce moment-là, vraiment, j'ai rien pour l'après. D'ailleurs, quand on m'a parlé des admissions post-bac, etc., je crois que dans ma classe, on était 2 à rien remplir, en fait, à rien mettre. D'un côté, l'autre élève, c'est qu'il allait partir en Australie pour bosser. Et moi, je savais que ça allait être une formation qui n'allait pas être reconnue encore par... l'administration française en fait au même titre qu'une fac ou une école de commerce. Donc je n'ai rien rempli pour les admissions post-bac. Je continue d'aller chez ce praticien et en fait un jour j'avais jamais capté, je ne sais même pas pourquoi, alors que j'étais déjà allée plusieurs fois chez lui. Je prends sa carte de visite sur son bureau et en fait en retournant je vois qu'il a été formé à Aix-en-Provence. Donc faut savoir que toute ma vie il y a des petits clins d'œil comme ça. Toute ma vie, il y a des choses avec tous les endroits où j'ai vécu. Des petits clins d'œil, des petites choses qui reviennent comme ça. Et là, je vois qu'il a été formé à Aix-en-Provence et je me dis, waouh. À savoir qu'à ce moment-là, je n'étais jamais retournée à Aix-en-Provence. Donc à ce moment-là, j'ai 18 ans. Enfin, j'ai 17 ans. Et je ne suis toujours pas retournée sur mes terres natales, on va dire, au pied de la Sainte-Victoire. Enfin, je ne suis pas retournée là-bas. J'y suis passée une fois sur l'autoroute en allant un peu plus loin qu'Aix et bon, j'étais en PLS parce que clairement moi je voulais m'arrêter, je sentais que j'avais besoin de reconnecter aussi avec cette région-là. Et là je vois qu'il s'est formé à Aix-en-Provence, je cherche sur internet, je vois que l'école avec laquelle il a été formé, dans laquelle il s'est formé, n'existe plus. Mais que les professeurs en fait de cette ancienne école, donc il y a l'école Lumen, je ne sais jamais comment on prononce, à Aix-en-Provence n'existe plus, mais que les professeurs en fait de cette école ont décidé certains profs ont décidé de garder en fait une école présente à Aix-en-Provence et de fonder l'école Zhongli qui m'a donc formée à la médecine chinoise. J'ai fait partie, pour vous dire un peu le timing, j'ai fait partie de la première promo de cette nouvelle école, de cette nouvelle entité en fait. Donc voilà, donc je me forme, donc je passe mon bac évidemment que j'ai eu, alors pas haut la main, mais c'était la condition de mon papa pour faire ensuite ce que je voulais de ma vie. Et d'ailleurs je suis partie juste après avoir passé le bac sans avoir sans avoir même les résultats. Je suis partie, j'ai fait une saison en camping, enfin voilà, j'ai de suite bossé. Parce que je savais que voilà, j'allais après me former à la médecine traditionnelle chinoise à Aix-en-Provence.
Pour vous donner un peu le détail un peu de cette formation, c'est une formation qui déjà ne vous demande pas d'être en présentiel toute l'année à Aix-en-Provence, enfin qui ne vous demande pas de vivre à Aix-en-Provence. Parce qu'en fait, d'ailleurs à ce moment-là, je vivais à Perpignan avec mon amoureux. Et si vous voulez, c'est plus une formation où en fait, vous avez cours sur un gros week-end par mois à peu près. Donc en général, c'est sur 3 à 4 jours par mois, tout au long de l'année, comme ça, sur 4 à 5 ans. Mais ce qui fait que le reste du mois, en dehors de ces 4 jours par mois, le reste du mois, déjà, vous pouvez avoir un boulot à côté. Donc c'est super parce que ça permet de travailler à côté, ça permet de faire des sous aussi à côté parce que c'est quand même une école, c'est une école privée, c'est une école qui n'est pas réglementée en France, donc c'est pas donné non plus comme formation. Il me semble que c'est aux alentours de 2500 l'année. Donc en tout cas pour moi c'est pas donné et pour mes parents non plus. Du coup, ça vous permet de pas forcément vivre à Aix-en-Provence, juste ce qu'on vous demande c'est de venir en présentiel sur ces week-ends de formation, sur ces séminaires un peu de formation. Et l'idée, en tout cas l'idée de base, c'est que ce qu'on voit à chaque séminaire soit acquis avant que le prochain ait lieu. Histoire de pas, que eux n'aient pas à revenir à chaque fois sur ce qu'on a fait le week-end précédent et ainsi de suite. En général, la première année de médecine chinoise, on commence avec plutôt les théories fondamentales, donc le yin et yang qu'on a déjà abordé dans ce podcast, les 5 mouvements, pareil que j'ai abordé dans ce podcast aussi, et plus généralement, j'ai fait un épisode sur la médecine traditionnelle chinoise, le premier épisode de la saison 1, où je vous détaille un petit peu tout ça, avec d'abord l'histoire de la médecine chinoise et comment c'est pratiqué encore aujourd'hui, etc. Donc j'ai fait une formation sur 4 ans. La seule partie que je n'ai pas faite, en général, c'est la dernière année, c'est la partie sur la pharmacopée chinoise. Alors la pharmacopée, c'est l'ensemble des substances, donc je crois que j'en parle dans l'épisode de la médecine chinoise. C'est l'ensemble des substances végétales, animales et minérales qu'on prescrit en fait aux patients. C'est l'équivalent des médicaments ou de la phytothérapie que nous on peut avoir, qu'on peut avoir ici. Donc c'est la phytothérapie chinoise. Ce qui me dérangeait avec la pharmacopée chinoise, alors après il y a plein de praticiens, d'ailleurs le praticien d'Annecy lui la pratique à fond, genre limite à chaque séance tu repars avec des poudres à prendre et tout. Déjà c'est assez coûteux, c'est pas remboursé forcément. Ça arrive sous forme de poudre la plupart du temps et la Chine aujourd'hui n'étant pas le pays le plus réputé en termes de culture raisonnée, en termes d'agriculture bio, etc. C'est un petit peu... comment dire ? Le fait que ça arrive en poudre, moi techniquement, vous l'avez compris, j'aime bien comprendre, j'aime bien analyser. Moi de la poudre, tu peux me dire qu'il y a à l'intérieur de la cannelle et telle ou telle plante. Si ça arrive en poudre de Chine dans un sachet en plastique, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, clairement. Et je peux pas être sûre qu'il n'y ait pas du plâtre à l'intérieur. En gros, c'est ça. Donc moi, ce côté-là me plaisait pas trop. C'était pas foufou. Et aussi, c'est un moment où moi, je commençais à me questionner sur... donc aujourd'hui, je suis végétarienne. Et je commençais un peu à me questionner sur toutes ces... comment on appelle ça ? Sur toutes ces valeurs-là, à déconstruire certaines choses aussi. Et du coup, certains produits de la pharmacopée chinoise sont des produits issus d'animaux. Et pour moi, en 2022, je vois pas l'intérêt... Bon, à cette époque-là, on n'était pas en 2022, mais je vois pas l'intérêt de me soigner avec de la peau de serpent en poudre. Voilà, clairement, pour moi, c'est pas indispensable. Donc, c'est une année que je n'ai pas faite, donc j'ai validé les 4 années... les 4 autres années où on voit donc l'acupuncture, on a vu l'auriculothérapie. J'ai fait une formation en plus d'acupuncture esthétique, donc toutes les techniques pour un petit peu lifter le visage naturellement avec juste de l'acupuncture et le pouvoir du chi en gros. Et là on a vu aussi les massages, j'ai fait aussi un petit peu de qigong thérapeutique. Tout un tas de choses, donc ça me suffisait. C'est vrai que la pharmacopée, la partie des plantes en poudre qui arrivent de Chine, déjà aussi pareil, l'impact carbone, merci quoi. Si à chaque fois on doit faire venir des plantes de Chine, super. Donc tout ça, en tout cas, c'était quelque chose qui me parlait moins, donc c'est une année que j'ai pas faite. On me demande souvent depuis combien de temps je pratique la médecine traditionnelle chinoise.
Techniquement, j'ai commencé l'école à 18 ans en sortant du bac, en sortant de mon année de terminale, en sortant du lycée. Et dans cette école, très rapidement, après avoir vu un peu les théories fondamentales, et c'est un peu la politique et la philosophie aussi de cette école, c'est que rapidement on se met à la pratique. Ils ont vraiment un profond respect et ils sont très précis dans leur enseignement des théories fondamentales et de d'où ça vient réellement. Et c'est aussi un peu ce qu'ils m'ont transmis parce que j'ai énormément de respect pour toutes les personnes qui ont développé en fait cette médecine durant plus de 5000 ans. Donc, donc voilà, on nous apprend vraiment la partie théorique, très fondamentale, où c'est vraiment une partie qu'on approfondit beaucoup. Et à côté de ça, quasiment à chaque week-end, à chaque séminaire, il y avait vraiment une partie où on commençait à masser, où on commençait à pratiquer l'acupuncture, où on commençait à vraiment entrer dans la pratique. Et c'est ça qui était beau, et c'est ça vraiment... Je remercie vraiment cette école pour cet enseignement, parce que je pense que c'est pas le cas de toutes les écoles de médecine chinoise en France. J'ai eu un enseignement de la médecine chinoise, on va dire, assez général. Et en même temps, sur chaque pratique, sur chaque discipline, on est vraiment venu approfondir en fait l'enseignement. Donc c'est là que c'était très beau et on était vraiment dans du purement théorique, fondamental, avec un respect des traditions. Et à côté de ça, très rapidement, à 18-19 ans, j'ai commencé à masser, j'ai commencé à utiliser les aiguilles d'acupuncture, etc. Donc, on peut dire que je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Je pense que réellement, j'ai commencé à la pratiquer beaucoup sur mon entourage et à le proposer à des gens aussi avec un entourage plus large quand j'avais 19 ans. Donc, ça fait quasiment 6 ans, un petit peu plus de 6 ans, que je pratique la médecine traditionnelle chinoise. Ça fera bientôt 7 ans. Et clairement, c'est un coup de cœur. Enfin, je remercie ma maman de m'avoir mis déjà de m'avoir mise vraiment sur cette piste. Quand je la massais, elle m'a juste dit pourquoi tu fais pas une école de médecine chinoise. Ça s'est arrêté là, on n'en a pas plus parlé. Je remercie mes parents en fait de m'avoir amenée chez des thérapeutes avec des techniques et des pratiques plutôt naturelles déjà toute mon enfance, ce qui fait que ça m'a pas paru incohérent au moment où j'ai voulu m'intéresser à ces techniques-là. Pour moi, c'était logique en fait, tout s'est fait de manière très fluide. Et plus j'avançais dans cette formation de médecine chinoise, alors que pourtant j'étais très jeune, j'étais la plus jeune de la promo, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai dû être... Enfin, quand tu commences une formation de médecine chinoise à 18 ans, c'est difficile de le faire plus jeune. Surtout que je pense que... On va me poser la question, mais souvent on me demande quels sont les prérequis pour une école de médecine chinoise. Les prérequis, clairement, c'est avoir les sous pour payer la formation et avoir un minimum du bac, je crois. Mais ils ne demandent pas forcément d'autres choses. Et d'ailleurs, ils ne vérifient pas, il me semble. Parce qu'en fait, eux, ils veulent juste... Comme c'est pas une formation qui est reconnue en France, la seule chose qu'ils veulent, c'est être sûr que voilà, la formation soit réglée dans son entièreté et que tu puisses comprendre l'enseignement, en fait. Donc je crois que dans les prérequis, il y avait le fait de bien lire et bien parler le français et avoir un minimum de... Comment on appelle ça, d'années d'études, mais c'est pas d'années d'études, c'est vraiment d'années d'instruction, donc être au moins allé jusqu'au lycée, quoi. En gros, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment on vous demande pas d'avoir un bac plus 2, plus 3, plus 4 pour faire une formation de médecine chinoise. Souvent, et c'est un petit peu comme ça que je l'explique aussi, c'est que c'est une formation plutôt de reconversion. C'est assez exceptionnel les personnes qui, comme moi, commencent directement après le bac. Voilà, je pense que c'est très rare. On a dû être... je pense que je suis la seule, ou alors depuis que l'école existe, c'est-à-dire depuis 7 ans maintenant, je pense qu'ils ont dû très peu... Enfin, ce qui me rassurait, quelque part, c'est que le fondateur de l'école, le directeur, lui aussi avait commencé directement après le bac. Du coup, il y avait un peu un truc de bon, ok, si lui l'a fait... Et quand je vois à quel point, enfin, à quel niveau il est maintenant, il a la quarantaine à peu près, c'est ouf, voilà, de se dire que derrière, il a quasiment 20 ans d'expérience. Enfin, c'était... Bref, voilà. J'ai un profond respect encore pour cet homme-là. Et c'est vrai que comme lui me disait qu'il l'avait commencé très tôt, à 18-19 ans, et que même au lycée, il commençait à s'y intéresser, j'avais un peu un truc de me dire, c'est possible, tu vas y arriver. Parce que clairement, dans ma promo, il y avait énormément de kinés,
qui voulait continuer à pratiquer la kinésithérapie, ouais. Mais à côté voulait avoir un regard un peu plus holistique, un peu plus médecine chinoise. Il y avait des infirmières, il y avait des médecins généralistes, il y avait des personnes qui faisaient des trucs complètement différents avant dans leur vie et qui voulaient se reconvertir là-dedans. Moi, je suis très heureuse d'avoir eu l'appel tôt, en fait, d'avoir eu l'appel en fait de ces pratiques assez tôt en fait dans ma vie et de pas être partie sur une voie pour en fait me rendre compte au bout de quelques années que c'est pas ça que je veux faire de ma vie et devoir recommencer une formation. Après c'est très bien pour ceux qui le font, mais j'ai déjà la chance d'avoir grandi avec dans une famille où clairement il y avait aucun métier avec plus de valeur que d'autres et où on nous a toujours dit avec ma sœur que on ferait ce qu'on veut de notre vie et que tant qu'on le fait bien, tout ira bien en fait. Voilà. Tant qu'on est des bosseuses et que ce qu'on fait, on le fait bien, voilà, ils n'auront rien à y redire. Et du coup, moi, c'est un peu ce qui m'a toujours suivie et c'est ce qui fait que, bah voilà, au lycée, même si je savais pas exactement ce que je voulais faire, c'était pas incohérent et je savais que je finirais par, voilà, avoir vraiment l'appel, le truc qui fait que, voilà, je vais avoir un déclic. Et au final, ça reste cohérent avec ce que je voulais faire, le fait d'aider les autres, de les amener à se sentir mieux, à être mieux. Être en sécurité, non, mais parce que ça, c'est plus le côté social, mais les comprendre, les écouter, voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des femmes. Je suis beaucoup de femmes. J'ai certains hommes, mais c'est plutôt des hommes soit de mon entourage, soit les compagnons, les maris, des femmes que je suis déjà, qu'on m'envoie du coup sur recommandation. C'est un choix. Et dans ma construction d'adolescente et de jeune adulte, on va dire, j'ai vraiment senti aussi un appel en fait de ces femmes de venir prendre soin aussi des femmes, surtout des femmes, et de me spécialiser aussi là-dedans. Donc moi, j'ai fait énormément de recherches sur certaines pathologies en fait qui ne touchent que les femmes pour le coup, donc soit au niveau des organes génitaux des femmes, etc. Et ma pratique, elle est comme ça aujourd'hui. Je travaille quasi exclusivement avec des femmes par choix et aussi parce qu'en fait ma vie, ça s'est fait comme ça dans ma vie et je sens que voilà, c'est vraiment ce que je peux apporter, c'est ce soin-là en fait, prendre soin de mes semblables, prendre soin des femmes que j'aime autour de moi, prendre soin des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ou des femmes enceintes que j'accompagne. Pour moi, c'est la période la plus sacrée de la vie d'une femme. Donc, pour moi, c'est un cadeau en fait d'accompagner ces femmes-là en fait durant chaque période de leur vie, que ça soit puberté, préménopause, ménopause ou même après, parce qu'on reste une femme même après la ménopause et que c'est important aussi de le dire ici. Donc voilà, moi j'accompagne des femmes aujourd'hui, en tout cas dans ma pratique de médecine chinoise. En yoga, étonnamment, j'ai pas mal d'hommes en fait au final à mes cours. C'était pas forcément prévu comme ça au départ, c'était pas forcément une cible particulière. Et en fait, je pense que dans mon enseignement, ils s'y retrouvent aussi. J'ai plein de couples, ils viennent à deux, donc ça c'est assez chouette. Et du coup, c'est bien, ça me fait une transition directe sur comment j'ai commencé le yoga. Rapidement, donc quand on vivait en Dordogne et même depuis toute petite, il me semble déjà à Aix-en-Provence, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse classique pendant très longtemps. Plus tard, à l'adolescence, une fois, quand t'en as marre de faire des pointes et de te faire mal aux pieds, t'as envie de faire d'autres choses. Donc, j'ai fait du contemporain, j'ai fait tout un tas de choses. Je faisais des stages aussi sur d'autres danses, etc. Mais en tout cas, voilà, la danse et le travailler en tout cas avec son corps pour de l'artistique et en même temps voilà, bien connaître son anatomie, son corps et tout, c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours un petit peu suivie. J'ai fait de l'équitation aussi beaucoup. Mais du coup, la danse, il y avait vraiment un travail du corps, un positionnement aussi, des alignements aussi précis, alors moins qu'en yoga. Parce que la danse, il y a cette idée de mouvement, mais ça me suivait quand même et c'était quelque chose qui me parlait. Je suis très contente d'avoir fait de la danse classique pendant des années parce que j'ai un maintien du corps que je n'aurais pas eu si j'avais pas fait ça. Je dis pas que je recommande à tout le monde de faire de la danse classique, mais disons que moi, ça m'a aidée. Même ma sœur, il me semble qu'elle a une scoliose et heureusement en fait qu'on a fait de la danse parce que le maintien de son dos, le maintien du corps, le placement du port de tête, des épaules, c'est hyper important aussi quand on grandit et pour la constitution d'un bon squelette, on va dire. Donc disons que ça m'a toujours suivie. Je pense que de base, c'était un souhait de ma mère qui, elle, avait fait de la danse, ma grand-mère qui avait fait de la danse, etc.
Donc au départ, c'est un peu cliché et en fait, au final, c'est très bénéfique. Et le yoga, c'est arrivé plus tard. Danse classique, j'en ai eu un peu marre, donc contemporain. Ensuite, pour ma terminale, comme je vous ai dit, on déménage à Annecy. Il me restait 1 an de lycée à faire. J'avais le seum. Et pour 1 an à Annecy, je me voyais pas repartir dans une école de danse, devoir me refaire des copines, tout ça, juste pour 1 an, sachant que je partirais sûrement ensuite. Du coup, c'est ma mère qui est tombée sur un studio de yoga à Annecy qui existe toujours, qui a changé de nom mais qui existe toujours, qui était à l'époque un studio de yoga Bikram. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Bikram, c'est une série, si je ne me trompe pas, de 26 postures. Donc on fait toujours la même série, un petit peu comme en Ashtanga. Petite particularité pour le Bikram, c'est qu'on le fait dans une salle chauffée à 40 degrés. Voilà. Donc il y a très peu de studios en France qui font que du Bikram. Aujourd'hui, c'est pas mal le hot yoga qui est un peu en vogue, mais il me semble que le hot yoga, c'est un peu moins chaud. Le Bikram, c'est vraiment 40 degrés. Il y en a pas beaucoup en France aussi, ou alors ils ont renommé leur studio parce que le fondateur du yoga Bikram, Monsieur Bikram d'ailleurs, est assez controversé pour viol, harcèlement sexuel, violence sexuelle, etc. Sur des femmes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'est sûr que... D'ailleurs, il y a un très bon documentaire Netflix, si vous voulez le regarder, là-dessus. Ça vous donnera déjà un petit peu une idée du personnage. Alors moi, je connaissais pas du tout cette histoire à la base. Ma mère avait déjà pratiqué le yoga avant que je naisse, il me semble, et même un petit peu après, je sais plus très bien. Donc elle avait, et puis moi je l'ai toujours vue, faire de temps en temps ses salutations au soleil, quand on allait en montagne ou quand on allait en promenade dans la nature. J'ai souvent vu faire soit de la gestuelle un peu qigong, soit certains pranayama, donc j'ai compris aujourd'hui que ce qu'elle faisait en fait c'était du travail du souffle, etc., de la respiration. Mais voilà, ça a toujours été un petit peu présent, même avec mes parents méditaient beaucoup quand j'étais petite. Donc c'est des choses que j'ai été au contact de ça sans savoir réellement ce que c'était, sans comprendre vraiment ce que c'était à la base. Et c'est après, en fait, avec cette redécouverte en fait, du yoga pour moi, que j'ai rassemblé un peu toutes les pièces du puzzle et que j'ai réalisé qu'en fait, moi, j'avais toujours vu mes parents faire ça, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Donc au fond, c'était déjà présent, un petit peu comme les soins naturels, etc. Ça a toujours été là. Mais quand t'es enfant, t'es ado, tu captes pas forcément tout ça. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses que je captais, mais tu fais pas forcément attention ou tu recoupes pas un peu toutes les infos, tous les signes. Et après, en sortant de l'adolescence et tout, en fait, c'est là que tu comprends que tout ça, c'était déjà là et qu'en fait, c'est logique. Et c'est presque évident que tu te retrouves à faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque tout était déjà en place, tout était déjà là. Et je dis pas que c'est mon destin, mais c'est clairement une mission de vie, c'est clairement ce qui me... Ouais, c'était logique, on va dire. Donc, elle trouve ce studio de yoga Bikram, qui est en plein centre d'Annecy, donc Hot Yoga Annecy aujourd'hui, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je sais plus sur quoi, elle m'avait pris plusieurs séances. Au départ, elle m'avait dit, elle a été maligne, elle m'avait dit, parce que sinon j'y serais jamais allée seule, elle m'avait dit, je viendrai avec toi. Et en fait, elle n'est jamais venue avec moi. Et en fait, elle m'avait dit, je viendrai avec toi pour la première séance, je la ferai avec toi, et après tu me diras si ça te plaît, etc. Sauf qu'en fait, elle m'avait déjà pris plusieurs séances, je crois, plus d'une dizaine, donc nickel, hein. Je n'ai jamais fait de yoga, je ne sais même pas si ça va me plaire, et on parle quand même de yoga Bikram, qui n'est pas non plus le plus accessible au départ, et c'est quand même assez intense comme pratique. J'aurais pu commencer par du hatha comme 99% des gens qui débutent le yoga. Non, elle me prend 10 séances de yoga Bikram d'entrée, et pour pas que je me dégonfle et que je n'y aille pas, ma spécialité, elle me dit en fait qu'elle viendra avec moi, sauf qu'en fait le jour J de la première séance arrive, et je sais plus, elle avait un truc, bref, elle ne pouvait pas venir avec moi. Donc je me retrouve à aller toute seule. Donc j'y vais. En plus, parce que comme c'est dans une salle chauffée à 40 degrés, normalement tu viens en mini-short, limite maillot de bain. Clairement c'est ça. D'ailleurs je crois qu'ils font pour le hot yoga et le yoga Bikram des shorts et des brassières vraiment en matière maillot de bain en fait, tellement tu
tu es en eau en fait. Ils te conseillent de boire 1 ou 2 litres d'eau durant la journée pour pas perdre trop d'eau au moment de la pratique parce que clairement tu transpires énormément. Moi j'arrive, comme c'est du yoga, en pantalon, en legging. Nickel, vraiment quand j'y pense, meilleure idée de ma vie. En plus j'arrive en t-shirt, bon j'avais une brassière en dessous mais j'arrive en t-shirt, j'ai vite compris que le t-shirt j'allais l'enlever. Ils avaient juste précisé de prendre une serviette, donc effectivement j'ai pris une serviette, etc. Mais clairement je n'étais pas du tout préparée à ce qui allait se passer. À part ma condition physique et le fait que j'avais une certaine souplesse avec la danse, etc. Et puis le fait de travailler dans une certaine chaleur humide comme ça, le corps est chaud beaucoup plus rapidement. Alors c'est ce qui fait aussi qu'il y a énormément de blessures dans ce type de yoga, mais c'est ce qui aide aussi le corps à être chaud assez rapidement. Donc ça c'est cool. Ce qui fait que d'un point de vue purement technique, je n'ai pas été en difficulté. J'ai pu faire quasiment... Je me souviens plus exactement de l'enchaînement et de toutes les postures, mais dans mes souvenirs, le premier cours n'a pas été traumatisant et j'étais étonnée de voir que pour une toute première fois à pratiquer le yoga, je n'avais jamais fait de salutation au soleil avant, je n'avais aucune base. Vraiment, je débarquais comme si j'allais à la salle de sport ou à un cours de step. Enfin, vraiment, j'ai cru... Je n'y connaissais rien. Et en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir détesté complètement en sortant, etc. Parce que je n'ai pas été en difficulté techniquement. J'ai pu faire la séquence sans problème. Mais en sortant, j'ai eu un truc... Bon, alors déjà, il y a la chaleur. 40 degrés, s'il vous plaît. Moi, je suis quelqu'un qui supporte très mal la chaleur. Donc, il y a un peu... je ne sais même pas comment je me suis retrouvée là. Mais en sortant... Il y a quelque chose. Il s'est passé un truc. J'ai plus vraiment le souvenir. Mais je sais qu'en fait, après, j'y suis retournée. Donc, c'est que quelque part, ça m'avait quand même plu. Mais je me souviens qu'en sortant... Alors déjà, la chaleur m'avait... c'est assez inconfortable quand même. Il faut s'habituer. D'ailleurs, ça va crescendo. On n'attaque pas direct avec des postures très, très difficiles. D'ailleurs, c'est un studio, dans mes souvenirs, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais... Ils enchaînent pas les cours, en fait. Il y a de la place un peu entre les cours, ce qui fait que moi, en tout cas, c'était un cours où je pouvais arriver un peu à l'avance. Et j'avais limite 10-15 minutes où on pouvait déjà accéder à la salle, se placer, en fait, dans une posture assise et confortable. Et en fait, rien qu'en posture assise, sans bouger, tu sues déjà. C'est assez incroyable, forcément avec la chaleur. Mais ce qui fait que tu peux t'acclimater un petit peu. Dans mes souvenirs, j'y allais un peu avant et ils étaient plusieurs à juste méditer comme ça dans la chaleur, nickel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait et du coup, c'était même si la chaleur était inconfortable pour moi, j'avais un peu un truc, alors purement physique, encore aujourd'hui, ma pratique du yoga n'est plus du tout comme ça, mais il y avait aussi un côté dépassement de soi. Mais quelque part, c'est un peu spirituel aussi parce que du coup, je dépassais mes peurs, je dépassais mes croyances limitantes avec ça. Parce que le coup de j'aime pas la chaleur, nanana et tout, j'ai quand même commencé le yoga avec un des yogas les plus intenses niveau chaleur. Donc voilà, il y avait un peu... je sais qu'en sortant du premier cours, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai continué. Il me semble que je suis allée au bout du forfait que ma mère m'avait pris. Et après ça, je terminais mon année de terminale, je passais mon bac, donc après je suis vite passée à autre chose. J'ai beaucoup déménagé aussi après avec mon amoureux, on a fait plein de villes différentes. Et à chaque fois, j'ai essayé alors soit de trouver un studio de yoga pour pratiquer, soit pratiquer toute seule. À Perpignan, il n'y avait pas des trucs de fou. Je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de choses, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses. Du coup, je pratiquais à la maison. Quand on a habité à Lille, j'ai pratiqué dans un super studio que je vous conseille beaucoup. Ça s'appelle Villa Yoga à Bondu. Si vous êtes vers Lille, vraiment, allez-y, même pour un atelier de 2 heures. C'est génial, le lieu est incroyable, donc vraiment, de toute façon, après avoir pratiqué là-bas, tout va être moins bien, limite. Il y a de super profs et le lieu est incroyable, c'est un cadeau. Ça venait d'ouvrir, en fait, au moment où on arrivait dans la région. Et j'ai pratiqué des heures et des heures là-bas, alors que c'était pas donné, et vraiment, j'en ai fait ma priorité, et c'était incroyable. J'ai pris des cours particuliers aussi avec une prof que j'ai connue là-bas, où on faisait un échange de bons procédés. Je lui faisais des séances de médecine chinoise et elle me donnait des cours de yoga particuliers.
Et d'ailleurs, Julie, si tu passes par là, merci infiniment parce que clairement, c'est avec toi que j'ai eu le déclic de plein de choses dans ma vie. Donc vraiment un grand merci pour ça. Je vous conseille d'ailleurs son compte Instagram MyJulieYoga. Mais ouais, c'est une vraie pépite. Je vous conseille vraiment ses cours, son contenu, ses retraites. Voilà, vraiment foncez. Et c'est en arrivant à Toulouse que j'ai voulu me former, où je me suis dit, tiens, est-ce que je me formerais pas au Yin Yoga? Parce que le Yin Yoga, donc pour la petite histoire, c'est un yoga qui est quand même assez lié à la médecine traditionnelle chinoise, où on travaille un petit peu sur les méridiens, les canaux, etc., liés aux organes, tout ça. Il y a un petit peu cette idée qui se rapproche, en tout cas très inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. Donc comme moi, c'est mon premier métier, c'est ma première formation et c'est vraiment ce qui m'anime. Je me suis dit, ça serait une bonne porte en fait pour aussi commencer un petit peu à enseigner le yoga parce que j'ai eu vraiment cette envie, après avoir pratiqué pendant des années, de me former moi aussi pour le transmettre. Mais toujours avec un peu infusé comme ça de médecine chinoise. Donc la formation de Yin, pour moi, c'était un premier pas là-dedans. La formation de Yin Yoga, en général, vous avez des formations de 50 à 100 heures, je crois. Les formations de yoga, c'est un nombre d'heures, de toute façon. Moi, je me suis formée en 50 heures et après, j'ai lu énormément. C'était une formation vraiment très axée yoga et très peu médecine chinoise, donc heureusement que j'avais les bases. Parce que même la personne qui nous faisait l'anatomie et la partie médecine chinoise se trompait sur des trucs fondamentaux. Donc comment vous dire que heureusement que moi, c'était mon métier et que pour la partie médecine chinoise, je me suis pas basée que sur cet enseignement-là reçu en formation de yoga, parce que clairement, c'était pas suffisant. Mais voilà, c'est avec le Yin Yoga que j'ai commencé à rentrer vraiment dans ces formations de yoga. Avant de pouvoir l'enseigner, je l'ai pratiqué 2 ans pour moi. Parce que même si je m'étais formée, et ça, c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de professeurs de yoga, je pense que c'est pas parce qu'on se forme au yoga qu'on est capable de l'enseigner directement après. Il y a certaines pratiques où c'est important de déjà la pratiquer pour soi, la laisser infuser vraiment dans tout notre corps, dans l'intégrer vraiment dans notre pratique quotidienne, la comprendre, comprendre ce qui ne nous convient pas aussi avec cette pratique. Moi, avec le Yin Yoga, il y avait plein de postures où j'étais obligée de me confronter en fait à ces postures pour arriver à passer au-delà et à ce qui est vraiment De toute façon, j'en parle souvent, mais pour moi, il y a toujours un moment où des fois, c'est pas évident de passer un certain cap. Surtout en Yin Yoga, pour vous donner une petite idée, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un yoga qui est quand même assez, alors, en apparence doux, où on est souvent au sol, et en fait, on reste très longtemps dans les postures. Pour moi, c'est un des yogas les plus durs, parce que le mental est hyper actif, en fait, en Yin Yoga. Et là, ce qui est important, c'est que les postures sont quand même assez, en apparence, assez simples. Et en fait, ce qui est dur, c'est déjà de rester à 70-80%, de ne surtout pas aller au-delà. Donc on va même pas au maximum de nos capacités, de notre souplesse, de notre souplesse ou de nos capacités physiques, là où c'est possible pour nous d'aller. On est obligé de rester dans une certaine mesure, de pas aller au-delà et de pas laisser l'ego un peu prendre le dessus sur ah mais si, regarde, avant cette posture tu pouvais la passer, tu pouvais aller beaucoup plus loin, t'étais beaucoup plus souple, donc là vas-y. Non, en fait on doit juste sentir un léger étirement pour que ça travaille quand même. En fait on travaille en profondeur, on travaille vraiment sur les fascias et les tissus profonds, et les muscles sont complètement relâchés. En fait, dans chaque posture de Yin, on devrait presque pouvoir s'endormir, mais que ça travaille quand même. C'est vraiment un équilibre à trouver entre action et inaction. C'est un peu ce que j'essaie de guider, moi, à chaque fois. Et pour moi, c'est un des plus durs parce que pour les personnes qui ont sans arrêt besoin de bouger, qui pensent à 10 000 trucs en même temps, le Yin Yoga, c'est une épreuve. Vraiment, c'est une épreuve. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que c'était bien, au final, que je commence sans savoir réellement ce que c'était le Yin Yoga, que je commence à me former par le Yin Yoga pour me former à d'autres choses. Parce que vraiment, même si c'était une des formations les plus courtes que j'ai faites, 50 heures, c'est une petite semaine, c'était hyper intense et vraiment, ça m'a poussée dans mes retranchements. Ça m'a appris à me détendre, ça m'a appris à me poser, à poser le mental, à accepter l'état de mon corps, que aujourd'hui ça c'est ok. Demain, ça le sera peut-être pas. Et peut-être que demain, on repart de zéro avec cette posture. Et c'est aussi
un yoga où on utilise aussi beaucoup d'accessoires, où on s'entoure beaucoup, où on crée vraiment un petit cocon. Et vraiment, moi, ça a été une épreuve et je suis très contente d'être entrée vraiment dans l'enseignement du yoga avec cette pratique. Je vous dis, je l'ai pratiqué 2 ans, rien que pour moi, avant d'arriver à le transmettre. Tellement, il y avait des choses où même si on l'avait vu pendant une semaine pendant la formation, il y avait des choses que j'avais besoin d'expérimenter en fait moi-même, d'accepter aussi moi-même, avant de pouvoir l'enseigner et le transmettre à d'autres. Et vraiment ça, j'insiste. Je pense qu'on n'est pas prof de yoga en sortant d'une formation de yoga. Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin de travailler en profondeur avant qu'on arrive à l'amener en fait à d'autres et qu'on arrive à amener d'autres personnes dans cette pratique. C'est hyper important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Idem pour le vinyasa, alors que le vinyasa, après le Bikram, c'est vraiment le yoga que j'ai le plus pratiqué dans ma vie. Et pourtant, de l'enseigner, c'est vraiment autre chose. Et il y a des choses que j'ai eu besoin pareil. De laisser travailler en profondeur, d'aller expérimenter de nouvelles choses aussi avant de pouvoir le proposer. Donc c'est un chemin qu'il faut accepter. Il y en a certains qui iront beaucoup plus vite aussi. Et il y a aussi des professeurs de yoga où c'est dans leur enseignement qu'ils expérimentent tout ça. Moi, il y a des choses que quand je viens de l'apprendre, j'ai besoin de le travailler pour moi, j'ai besoin de l'intégrer seule avant de le transmettre en fait autour de moi. Et en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et le yoga, c'est ce que le yoga m'a appris, vraiment. C'est ce que le yoga m'a appris. Il m'a appris à travailler en douceur, à travailler lentement, à accepter qu'aujourd'hui, c'est comme ça et que demain, ça sera peut-être différent, mais que c'est pas moins bien. Enfin voilà, c'est vraiment... On s'éloigne un peu du sujet du parcours, ma vie, tout ça, mais ça en fait partie. C'est un enseignement différent de ce que j'ai reçu avec la médecine chinoise. La médecine chinoise, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai intégré de suite. J'ai de suite compris les enjeux. Comme j'adore l'histoire et que c'est quand même le fruit de 5000 ans de pratique, 5000 ans d'histoire, façonnée aussi par les différentes périodes qu'a pu connaître la Chine et l'Asie plus généralement durant cette période de 5000 ans, il y a des choses en médecine chinoise que j'ai compris direct. Vraiment, direct, et que j'ai su amener dans mes soins très rapidement. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai pratiqué quasiment de suite en commençant ma formation. Et le yoga, au contraire, il y a eu des choses qui ont pris beaucoup plus de temps, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je savoure encore plus quand je donne un cours, que je sais d'où ça vient, je sais où j'en étais dans ma vie quand j'ai commencé, je sais à quel point ces premiers cours de yoga Bikram qui paraissaient... Enfin, vraiment, c'était... je vais pas reprendre des cours de danse, du coup, il me faut une activité. En fait, je sais à quel point il y a eu un avant et un après. Et c'est vraiment ce que j'essaie, en tout cas. Enfin, c'est vraiment ce que je transmets. J'essaie pas, je le fais vraiment. C'est vraiment ce que je transmets, moi, dans mes cours. Et j'ai envie de dire, je sais d'où je viens. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je sais aussi que c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de mon enfance, que je vous ai parlé de la Dordogne. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais mes parents, quand mon père s'est formé à l'apiculture, ce qu'ils ont fait, en fait, on faisait du miel bio. Mes parents, je dis on, je me sens très concernée, vous avez compris. Mais mes parents sont les premiers apiculteurs bio de Dordogne. Et voilà, je l'ai oublié au début de cet épisode. Mais voilà, je voulais le préciser parce que ça le sera pour toujours. Et pour des personnes, pour des citadins, entre gros guillemets, qui n'y connaissaient rien, vraiment, même si ça a duré que quelques années, ils nous ont permis de grandir au contact de plein de choses. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, vraiment. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis retournée vivre à la campagne aussi. Ça fait partie de moi, vraiment. C'est ce qui fait que je pratique ce qu'on appelle une médecine douce, une médecine naturelle. Vous l'appelez vraiment comme vous voulez, mais j'en serais pas là si on n'avait pas quitté Aix-en-Provence, en fait, au départ. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, toute ma vie, durant toute mon adolescence, tout ça, on se l'est toujours dit que s'il n'était pas arrivé certaines choses au début, tôt, déjà pour remettre en question la vie de mes parents, leur vie à eux, leurs souhaits, leurs rêves, et si il n'était pas arrivé ça à ma petite sœur, je pense qu'on n'en serait pas là tous aujourd'hui, tous les 4. Donc vraiment merci quelque part, merci la vie aussi de
de nous montrer la direction à prendre quand il le faut aussi, même si des fois ça peut être brutal, violent. Mais tout est bien qui finit bien quelque part et je suis très heureuse de ce que je suis aujourd'hui à 25 ans. C'est pour ça qu'on me pose souvent la question de depuis combien de temps je fais ça, etc. Parce que je peux paraître assez jeune, enfin ça peut paraître très récent. Mais en fait non, maintenant ça fait des années. Le yoga, je le pratique depuis que j'ai 17 ans. Et même si je ne suis pas la personne la plus souple que le monde du yoga ait connu, déjà ça n'a rien à voir. Et ça fait des années en fait que je pratique ça et je suis très heureuse aujourd'hui que ça fasse maintenant des années pour la médecine chinoise et plusieurs mois pour le yoga, que je le transmette en fait à d'autres personnes et qu'on soit toujours, c'est ce que je vous disais au tout début dans l'intro, dans cette idée de partage, de mise en commun, de donner de soi vraiment aux autres sans attente, d'être vraiment dans la transmission, le partage comme ça de certaines connaissances. Pour moi, c'est un cadeau. Je suis très heureuse de pouvoir le faire. Déjà aussi via ce podcast que clairement tout le monde peut écouter où qu'il soit, tant qu'il y a de la connexion. Mais voilà, je suis très heureuse de permettre tout ça. Je suis très contente de revenir avec ce premier épisode pour cette saison 2. C'était important pour moi de vous parler un petit peu d'où je viens et de comment tout ça s'est fait. J'ai sûrement oublié des trucs. Il y a sûrement des choses où après coup je vais me dire « Ah, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça ». Ça fera peut-être l'objet d'autres choses, d'autres épisodes. Mais en tout cas voilà, c'était un one-shot. J'espère que le son est bon, parce que du coup ça fait 1h20 que je parle et je ne sais pas du tout si le son est bon. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci, peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre certaines choses aussi, donc merci pour votre écoute sincère. Ça m'a un peu touchée de parler de tout ça, donc voilà, je me livre un petit peu aussi. J'espère que ça vous parlera, peut-être que certains se retrouveront aussi dans le parcours de mes parents ou mon parcours à moi. Au moins, voilà, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Il y a de nouveaux épisodes qui arrivent bientôt, avec de nouveaux invités aussi. Je suis très heureuse de reprendre. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a beaucoup manqué, mais cette pause estivale était nécessaire aussi. Et écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous!